sujet d'actualité, question de vous éclairer, question de vous faire comprendre une certaine dimension de profondeur de la presse au courant de cette semaine. Et comme vous le savez, on n'a jamais été seul. Nous disons déjà un grand merci à Sabine Hassan qui est en train de réaliser cette émission. Un grand merci à Guilla Minene qui ne cesse de fournir les efforts, questions que nous présentons devant vous dans vos petits écrans. Et sur ces plateaux également, on n'est pas seul. Aujourd'hui, on a réussi pour vous, monsieur Jean-Pierre Kayembe. Il est journaliste à la RTGA et directeur général et puis fondateur du média 24h.cd. Il est nationaliste inscrit dans la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo, à qui j'ai dit déjà. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Kayembe. Bonjour, Benjamin. Bonjour aux Gomatraciens et à tous ceux qui vont nous regarder. Je suis très content d'être sur ce plateau et partager le fond de mes pensées avec mes compatriotes des Goma. J'ai profité de mon bref séjour ici dans la ville de Goma, une ville que j'aime tant, étant donné que ce n'est pas pour la première fois que j'arrive ici. Et j'ai pensé qu'il était important de répondre à votre invitation et de partager avec les compatriotes ce que je pense sur un certain nombre de faits d'actualité. Merci beaucoup. Et comment avez-vous trouvé la ville de Goma pour cette fois? Bien, je crois que Goma a beaucoup changé, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, quand je débarque à Goma, la première fois, c'était autour de début 2012. J'étais consultant pour cette fois Common Grande. Et nous venions ici, nous allions aussi au Rwanda, produire des émissions sur la nécessité de réconcilier les populations, de favoriser le vivre ensemble. L'émission Génération Grand Lac, d'heureuse mémoire, parce que le projet a pris fin autour de 2015. Il y avait notamment Marie-Noël Kaboya, qui est toujours ici à Michapi Voice TV. Que nous saluons déjà. Que nous saluons d'ailleurs, avec qui j'ai passé un très bon moment hier soir autour d'un verre, d'un dîner, quelque part. Et donc, en ce moment-là, je comprenais, nous avions Goma un problème des routes, notamment quand vous voyez le contexte sécuritaire ne se prêtait pas. Il y avait autour de 2013-2014 le M23 qui est entré ici, ainsi de suite. Mais quand je suis revenu en 2015, autour de 2016 aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de changements. La ville vivait toujours en dépit de l'insécurité. Malgré toutes ces réalités. Malgré tout ça. Donc les gens vivent. Et j'ai toujours pensé que les Gomatraciens sont des braves compatriotes qui, en dépit de cette hémorragie sécuritaire, arrivent à se dépasser, arrivent à tout faire pour vivre. Et j'ai vu comment, avec des belles routes maintenant, qui datent évidemment du temps de M. Julien Paluku Kawongia, que je salue. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'implications aussi de la part de l'ancien président Joseph Kabila, dont l'épouse, d'ailleurs, a passé toute son enfance ici à Goma. Les gens, les Gomatraciens connaissent très bien Maman Olive, ils s'identifient en elle. Et je crois que les choses évoluent positivement. Hier, par exemple, j'ai découvert Serena Hotel, ce n'est pas une publicité, vous n'allez pas me facturer. J'ai découvert Serena Hotel, un joyau au cœur de la ville, autant qu'il y a d'autres bâtisses qui montent chaque jour qui passe. Et je pense que si Goma n'était pas en insécurité, si le Kivu n'était pas en insécurité, je pense que nous aurions ici peut-être un paradis sur terre. Voilà, exactement, mesdames et messieurs, c'était simplement une parenthèse, question de nous permettre d'aborder les sujets que nous avons préparés aujourd'hui pour vous. Et bien sûr, nous allons vraiment beaucoup aussi exploiter cet aspect sécuritaire que vient de souligner Jean-Pierre Kayembe. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons prévu pour vous, en tout cas, ça serait la semaine du président, comme vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était à Goma depuis le lundi 5 octobre. Il y a eu à faire beaucoup de choses. Il y a le mini-sommet qui a été tenu avec les États voisins, notamment de Grand Lac, mais aussi de l'Angola. Il y a eu sa visite dans les Massissi, dans la cité de Saké. Nous allons également commenter par rapport à son discours à Saké. Et on aura beaucoup de choses à vous offrir, en tout cas en ce jour. Alors, si nous parlons déjà
Le même langage avec Moussa Bin Hassan qui est à la réalisation. On peut déjà nous balancer l'élément de la visite l'arrivée, pardon, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis après, on va voir donc Moussa, si l'élément déjà de l'arrivée du président dans la ville de Goma est déjà prêt, on peut le regarder et puis on va retourner ici avec Jean-Pierre Kaïbé, question de vous fournir des analyses. Moussa Bin Hassan, tu peux nous lancer l'élément. Suivez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a atterri dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu l'après-midi de ce 5 octobre 2020. Le gouverneur de province, les autorités locales, y compris plusieurs militants de partis politiques, ont réservé un accueil délirant. Plusieurs sources indiquent que le président de la RDC va effectuer une série de voyages dans plusieurs provinces question de s'imprégner de la situation socio-sécuritaire. Il s'agit du premier déplacement du président de la République depuis la crise due à la pandémie de coronavirus. Sauf imprévu, le chef de l'État va tenir le mini-sommet tant attendu avec ses homologues rwandais, burundais, ougandais et angolais par vidéoconférence pendant son séjour à demain. Il sera souvent que Félix Antoine Tshisekedi est allé dans Angola pour s'emparer de la situation sécuritaire qui demeure inquiétante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, monsieur Jean-Pierre Kaïmbé, quelle lecture faites-vous sur l'arrivée du président de la République dans la ville de Goma? Non, je pense qu'il était temps que le président arrive à Goma après 2 ou 3 ratés. Je pense surtout qu'il était temps qu'il se rende à l'intérieur du pays. Parce que depuis qu'il a été porté à la magistrature suprême de notre pays, notre président, M. Tshisekedi, que je salue, a fait beaucoup de déplacements à l'étranger. Nous disait-on pour chercher les investisseurs, pour tisser des relations diplomatiques, harmoniser celles qui étaient en difficulté et stabiliser le pays. J'ai même vu qu'après, au lendemain du déconfinement, enfin, il a même voyagé alors que nous étions en plein état d'urgence, évidemment en tant que président. Je suppose qu'il a ce privilège. Et juste après la levée de l'état d'urgence, il a réservé son tout premier voyage à l'étranger. Même si, au fond de moi, si j'étais son conseiller, je lui aurais proposé notre schéma de se rendre, par exemple, à l'intérieur du pays. Mais n'est-ce pas que tous ces voyages en étranger sont bénéfiques pour la nation, en quelque sorte? On peut le voir aujourd'hui. On peut le voir, je voudrais bien qu'on me le démontre. On a dit que nous sommes allés chercher des partenaires. Nous attendons toujours à Kinshasa que des investisseurs viennent. On nous a dit que les États-Unis vont nous aider à sécuriser, à restaurer l'autorité de l'État. C'est même pour ça qu'il s'est rendu à 2 reprises aux États-Unis d'Amérique. Évidemment, qui n'a pas encore été reçu par M. Donald Trump. J'espère que ce sera le cas un jour. Nous attendons toujours que Washington donne des injonctions aux groupes armés, donne des injonctions aux pays voisins qui nous agressent parce que c'est un secret des polichinelles. La guerre dans l'Est du Congo est alimentée par des lobbies. Elle est alimentée par des officiers à l'extérieur. Elle est alimentée par des multinationales. Alors, c'est exactement ce que nous voulons savoir. Alors, l'arrivée de Félix Tshisekedi, pensez-vous que ça pourra apaiser de tout son poids? Question de pallier à ces problèmes. Bon, l'arrivée en soi n'aura pas d'importance si elle ne sera pas suivie du pragmatisme. Exactement. N'oubliez pas que nous sommes au mois d'octobre. En octobre 2019, le président Tshisekedi était ici. Et heureuse coïncidence, j'étais à Goma en ce moment. Voilà. Je suis allé même à Bukavu. Il a fait son discours. C'est là qu'il disait qu'il était prêt à donner sa vie tête. Oui, exactement. pour que la paix revienne. J'étais ici dans le Kivu. Et donc, et après cette déclaration, responsable ou tapageuse, est-ce qu'elle a été suivie des faits? Curieuse coïncidence, après, on a continué à tuer. On a même l'impression que les choses se sont empirées, se sont accentuées. Exactement. Donc, il ne suffit pas de venir à Goma. Il ne suffit pas de faire le tour du pays. Il suffit, parce qu'on peut être à Kinshasa, avoir tous les renseignements nécessaires. Il suffit que ces déclarations soient suivies des faits. Et si ce n'est pas le cas,
On peut venir à Goma plusieurs fois. Vous avez vu, pendant qu'il était ici à Béni, on a tué. À Béni, même ici à Goma, on a À Goma, l'insécurité est toujours là. On se réveille le matin, on ne sait pas si on arrivera le soir. Vous comprenez? Donc, je pense que sur le plan psychologique, son arrivée réconforte la population. C'est très important. Mais c'est arrivé au mauvais moment parce que les gens avaient commencé à se lasser. Après le rendez-vous, après le premier rendez-vous manqué, un autre rendez-vous manqué, et au moment où il a annulé la visite, il s'est rendu à Bruxelles. Vous voyez. Et en ce moment-là... Surtout par titre d'un voyage privé. Il est parti en voyage privé, évidemment, il a été reçu, nous dit-on, par des responsables, ainsi de suite. Et ça, c'est pas le problème. Mais il est arrivé à Bruxelles au moment où, à Kinshasa, des femmes, des infirmières avaient été violées, au moment où, ici au Kivu ou à Nituri, on tuait les gens. Et cela a créé un sentiment d'insécurité, un sentiment de méfiance dans l'opinion. Et moi, j'ai pu interroger, moi je suis ici depuis quelques jours, j'ai pu interroger des gomatraciens qui me prennent à moto, ou ceux qui sont voisins de là où j'habite. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez retenu de la visite du président? Bon, il n'y avait pas tellement d'engouement parce qu'il a reporté une fois, il a reporté une deuxième fois, et quand il a annoncé la... comme un fait normal. Enfin, c'était normal. Quand il a annoncé la troisième fois, les gens se disaient, bon, est-ce qu'il viendra? Alors, ça c'est très très dangereux si les gens commencent à se douter de vous. Il ne faut pas oublier que cette région, aux dernières élections, le pouvoir actuel n'a pas fait un très bon score. Nous connaissons les enjeux. Vous comprenez? Mais je crois que, d'une certaine façon, sa visite a réconforté moralement l'opinion. Le président, comme il sait si bien le faire, a fait d'autres déclarations, a fait d'autres promesses. Nous voulons que ces promesses ne restent pas vaines, qu'elles soient accompagnées de réalisations, qu'ils s'investissent davantage pour que Goma, pour que le Kivu, pour que tout le pays entier retrouve la sécurité, parce que j'ai l'impression que c'est partout ça s'enflamme. Quand vous allez à Goma, ça ne marche pas. Dans le Congo central, ça ne va pas. Dans le Katanga, rien ne va. Au Kasaï, vous vous dites, le pays est en feu. Le pays est en train de nous échapper. C'est comme ça que moi, en tant que lanceur d'alerte, les gens qui me regardent, tu vois, je porte non à la balkanisation sur la coste, non à la balkanisation, parce que je pense que nous avons l'obligation citoyenne et patriotique de préserver notre pays dans ses frontières de 2 345 410 km². Alors, Jean-Pierre Kaïbé, sur les plans sécuritaires, parce qu'on a vu le président pendant son séjour à Goma, il a tenu plusieurs réunions sécuritaires avec le caucus des députés, avec le service de renseignement et consorts. Il y avait même les ministres nationaux en charge de la défense qui étaient à Goma. Alors, pensez-vous qu'avec toutes ces résolutions qu'ils ont eu à prendre, pensez-vous qu'on pourra avoir de l'impact en termes sécuritaires dans l'est de la partie est de la RDC? Je le souhaite absolument, parce que je ne voudrais pas être prophète de malheur. Exactement. Il ne faudrait pas que... parce que les gens qui sont à Kinshasa ne réalisent pas ce qui se passe réellement sur terrain. Quand vous parlez aux gens de la balkanisation, à Kinshasa, parfois certains me traitent d'un fou. Ils disent, mais ils sont d'où? Qui va balkaniser le pays? République du Kivu, dans le sud Kivu, il y a le Minembwe qui crée problème aujourd'hui, il y a les Batatakatans. Il y a tout ça. Rien ne marche. Des réunions présidées par le président, et ce ne sont pas évidemment les premières. À Kinshasa, j'espère que il n'y a pas longtemps, il a reçu les mêmes députés. Il n'y a pas longtemps, il a reçu le gouverneur les deux gouverneurs de Kivu. Exactement. Il n'y a pas longtemps, il a présidé une réunion stratégique de la défense avec tous les généraux d'armée, ainsi de suite. Nous, ici, on ne veut pas... enfin, je ne veux pas parler du populisme. On n'a pas besoin des coups de pub ou des coups de communication. Exactement. On a besoin de la réalisation des promesses. On a besoin que les promesses soient exécutées. Goma ou le Congo a besoin de la sécurité et notre président a été élu sur base de ses discours. Moi, au pouvoir, vous aurez la paix. À Béni, en octobre, tout comme à Bukavu, il a promis aux habitants de fêter Noël na Kinya. C'est-à-dire qu'on va fêter une autre fête de nativité l'année prochaine dans insécurité totale. Et ça, lui est commandant suprême. On ne le lui pardonnera jamais. On ne lui pardonnera jamais. Il a l'obligation de restaurer la paix. Et pour ça, il a tous les moyens. Il peut s'appuyer sur n'importe qui, y compris sur nous-mêmes,
évidemment pour que la paix... Jean-Pierre Taïb, est-ce qu'on ne peut pas être réaliste? Ces problèmes de guerre que l'autre régime n'a pas pu terminer pendant 18 ans, est-ce que pensez-vous qu'il est possible pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de le pallier à seulement 2 ans? Pensez-vous que c'est possible? Bien, j'ai suivi le président au cours d'une interview accordée, je crois, à nos confrères de TV5 dire qu'en tant qu'opposant, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Évidemment, en ce qui concernait la sécurité, il reconnaissait qu'il affirmait beaucoup d'autres choses en tant qu'opposant. Et une fois au pouvoir, il se rend compte que les choses ne sont pas si pas faciles. du tout une mince affaire. Mais ce n'est pas une excuse. Il a été élu pour nous protéger. Ce n'est pas pour rien qu'il est commandant suprême. Lui, il ne vient pas se comparer au régime passé. Il doit faire plus que... Parce que s'il a été élu, c'est parce que les gens ont dit qu'il y a des choses que le régime passé a fait, qui ne marchaient pas correctement. Qui n'ont pas marché correctement. Et là, vous l'acceptez quand même qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans le régime aussi. Évidemment que tout n'était pas blanc. Je n'ai pas la prétention de dire ici que M. Kabila était un ange ou un saint. Mais je reconnais que du temps qu'il était au pouvoir, le Congo a réussi à défaire le M23, jeté à Goma quand le M23 est entré dans Goma. J'ai pu, grâce au concours de la MONUSCO, couvrir la guerre. J'ai pu me rendre à Tchanzu, à Runyoni, voir ce qui s'est passé. J'ai vu l'armée congolaise déboulonner le M23. J'ai vu l'armée congolaise traquer les adeptes jusqu'à leur dernier retranchement. Mais je ne comprends pas cette résurgence. Donc, M. Kabila, qui est arrivé au pouvoir, a fait sa part. Parce qu'il arrive dans un contexte où le pays n'existait pas totalement divisé. Une république du Kivu à côté, il y avait Kisangani de l'autre côté, le Kasaï, Kinshasa. Il arrive, il fait ce que aucun autre n'a pu faire avant lui. Réconcilier les Congolais. Réconcilier le Congo tout entier. Mais il faut accepter que ça a pris quand même les temps. C'était pas un coup de baguette magique, pas pendant une année. Malheureusement, lui n'a pas pris le pouvoir dans le même contexte. Je ne voudrais pas comparer les deux. Lui arrive au pouvoir dans un contexte où il n'avait pas de budget. Il n'y a pas de ressources. Le pays est divisé. Il arrive à tenir, organiser ce qu'on appelait la conférence de Sun City, réconcilier les Congolais, partager son pouvoir avec des belligérants et tenir jusqu'à avoir des élections. Mais le président Tshisekedi arrive dans un contexte où il trouve tout est normal. Il y avait déjà un décor qui a été... Les institutions fonctionnent, l'armée est là. Il a même été classé 8e en Afrique. Il arrive dans un contexte où il pouvait se rendre aux États-Unis 2 fois dans l'espace de mois, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il sait que le pays est en paix, que tout va bien. Enfin, pas que tout va mal, mais il y avait quand même des bases qui ont été jetées. Et ça, il l'a dit, il y a un travail de titan qui a été fait par son prédécesseur. Maintenant, lui, il vient, c'est la continuité de ce que les autres ont fait. Il dit qu'il a des bonnes relations avec le Rwanda, qu'il a des bonnes relations avec l'Ouganda, qu'il a des bonnes relations avec les autres partenaires. Et c'est important maintenant que si sur le plan militaire on n'arrive pas, parce qu'on disait à l'époque que c'est Kabila qui instrumentalisait la guerre. Kabila était complice de ce qui s'est passé. Doit-on dire aujourd'hui que le président Tshisekedi est complice? Non. Maintenant, nous comprenons que tous les autres mots que l'on mettait sur le compte de M. Kabila, en réalité, ce n'était pas lui. Vraiment ça sur le mais j'aime quelque chose en lui, le mythisme qu'il garde. Vous l'accusez, vous l'insultez, il dit rien. C'est-à-dire qu'il comprend que le temps est le meilleur allié possible. C'est-à-dire qu'avec le temps, vous finirez par comprendre qu'il avait raison. Évidemment, le temps aidant, on comprend qu'il n'avait pas si tort que ça. Malheureusement, qu'il ne voulait pas trop parler. Donc, pour revenir à ça, je pense que Joseph Kabila a fait sa part, il est parti. Félix Tshisekedi doit faire la sienne. Et le pays ne demande pas mieux que ça, la paix. Parce que je vois, avec toutes les sécurités, comment Goma vit. Mais s'il y avait de la sécurité, vous imaginez ce que Goma serait devenu. Ok, toujours dans cette même optique, mesdames et messieurs, nous allons prendre un deuxième élément. Le président de la République à Goma, pendant son séjour, a également tenu le mini-sommet tant attendu par beaucoup de gens qui devaient réunir les présidents ougandais. Ils avaient souhaité un mini-sommet présentiel, mais de parler sur l'insécurité dans la partie est de la République
démocratique du Congo, mais aussi les échanges bilatéraux et consorts. Ces sommets a finalement eu lieu de la ville de Goma, mais malgré le grand absent, le nouveau président burundais qui n'a pas participé à ces assises pour des raisons que nous ne connaissons pas encore clairement. Alors nous allons vous proposer bien sûr cet élément, hein, le mini-sommet de Goma que le président de la République a tenu lors de son passage dans la ville de Goma. Moussabi Nassan, si nous parlons déjà le même langage, on peut voir l'élément mini-sommet et nous allons revenir avec Jean-Pierre Kaïbé tout de suite. Ils avaient souhaité un mini-sommet présentiel, mais la pandémie de Covid-19 a contraint les présidents de République du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo à tenir une réunion virtuelle par visioconférence. Dans son allocution d'ouverture, l'initiative de cette réunion de haut niveau, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ses homologues pour leur disponibilité avant de rappeler l'objectif de ce mini-sommet des Goma. Excellences, messieurs les présidents et chers frères, depuis plus de 25 ans, notre sous-région est l'objet de cycles récurrents de nombreuses années qui comprennent les efforts de progrès et de développement. Ceci insécurise notre avenir collectif. C'est cette triste observation qui m'a conduit, au-delà des mécanismes existants de coopération régionale, à vous convier à ce mini-sommet de plus haut niveau. L'affranchissement de la confiance mutuelle au-delà de nos divergences, ainsi que le renforcement de la coopération au niveau sécuritaire, sanitaire et économique entre nos pays sont nécessaires pour la conjugaison de nos efforts au bénéfice de la stabilisation sous-régionale. Je suis convaincu que nos présentes assises permettront de construire une nouvelle et positive dynamique contre tous ces maux qui affectent notre sous-région. Après des échanges à huis clos et approbation du rapport final des travaux des experts et des ministres des 4 pays, les présidents Joao Lourenço, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont adopté les communiqués finaux lus par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Ntumba Nzenza. Les chefs d'État de 4 pays ont passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région des Grands Lacs. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. 5. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités de mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux et régionaux internationaux qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite de ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Tous les participants ont loué à juste titre l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous se sont montrés favorables à mettre en application les recommandations issues de ces mini-sommets des Goma. De suivre l'élément mini-sommet. Alors nous sommes déjà de retour avec vous sur ces plateaux avec Jean-Pierre Kaïmbé. Jean-Pierre Kaïmbé, comment jugez-vous l'absence étrange de l'Ouganda lors de ces assises? Bon, notre diplomatie est en panne. Il ne faut pas se voiler la face. Quand vous voyez les péripéties qui ont entouré ce sommet voulu physique jusqu'à ce qu'il soit rendu par vision conférence. Il y a même certaines personnes qui disent que le président de la République a laissé Kinshasa pour venir passer un appel vidéo à Goma. Ils ont le droit. C'est leur président qui accepte la critique. Ils ont le droit de le dire. Nous pensions que ce n'est même pas le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils fassent une déclaration conjointe.
va résoudre le problème. On nous a montré à la télévision récemment que notre président, avec son homologue angolais, avait participé à la médiation entre le président rwandais et le président Museveni. Exactement. On a l'impression que rien n'a changé. Oui, aujourd'hui, le problème demeure. Le problème demeure. Museveni et Kagame, c'est des gens qui se connaissent depuis bien longtemps. Qui ont partagé un passé un peu commun, peut-être reprochable, et qui ont des intérêts sur le Congo. Est-ce que les gens ne savent pas ce que les deux, ils se battent pour le Congo, pour contrôler le Congo. Mais maintenant, vous allez, on vous filme, on vous dit, ben, on les a réconciliés. Quand je regardais ça, je commençais à rire. Je dis, ça c'est de la mascarade. Mais n'est-ce pas un sommet de trop? Beaucoup de sommets, aucune solution sur terre. Combien de fois se sont-ils retrouvés en Afrique du Sud, en Angola, à Kigali? Combien de fois le président s'est rendu à Kigali à 2 reprises depuis qu'il a été élu? Il est allé en Ouganda, je crois, à plus d'une fois. Il a été au Burundi. Mais la seule fois qu'il convoque ses collègues, ses pairs ici, ils ne viennent pas. Ça voudrait dire en langage diplomatique qu'ils ne le respectent pas. Exactement. Peu importe les raisons officielles qui vont être évoquées, mais le fond était tout autre. Je pense que notre président, il est lui-même un grand diplomate, pour avoir été chef de la diplomatie au sein de son parti, qu'il communique comme il le peut. Mais on a des failles. La dame qui est notre ministre des Affaires étrangères, Marine Zéza, je ne connais pas trop bien son parcours en tant que diplomate. Je ne sais pas si elle a vraiment bien tissé sa toile d'araignée en termes de contacts diplomatiques. Je ne sais pas si elle a des entrées, si oui, ou avec qui est-ce qu'elle coopère, quel langage tient-elle quand il rencontre les autres. Parce qu'en diplomatie, on peut vous dire oui alors que c'est non. C'est non. Vous comprenez? Donc, le report du mini-sommet de Goma était camouflé pour le président. N'est-ce pas un camouflet pour un notre échec diplomatie. pour la diplomatie? Enfin, c'est ce que j'essaie de dire. En d'autres mots, c'était un échec cuisant. Et moi, je pense qu'après ce fiasco, des têtes devraient tomber. Je ne sais pas comment on a continué à fonctionner normalement sans que... C'est comme si rien n'était. Le Trésor public a sorti, nous avons appris jusqu'à 4 millions 500 000 oui. pour l'organisation de ce sommet. Mini-sommets. Tout Sommet est fait. physique, 4 millions Tout pour est un fait. sommet physique. Vous avez vu sur la ville, il y avait même des affiches. Et tout était fait pour que les choses aient lieu. Et apparemment, on avait fait tout ça sans mettre au courant les participants. Parce que c'est après qu'on va lancer une invitation au Burundi et le Burundi va dire ça et là, par audio d'ailleurs. Et au moment même où le président burundais refuse de venir ici, est-ce que les gens savent qu'il est en Tanzanie? Il y a même passé 2 jours. Exactement. Il était en visite en Tanzanie. À ce moment-là, au moment même où on tergiversait et que les autres évoquaient la Covid, M. Museveni était également en Tanzanie. Comment expliquer que la Tanzanie attire autant que nous, Plus que le Congo. et pourtant notre président, tellement plénipotentiel, il se déplace partout, du tel, pour harmoniser les relations. Le problème, ce n'est peut-être pas le président, le problème, ce sont ses services. On a tous décrié ici que notre ministre des Affaires étrangères n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Autant qu'autour du président, il y a des profiteurs qui ne sont pas à leur place. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'il reconfigure les choses. C'est que les gens n'oublient pas, c'est que nous sommes maintenant à 2 ans du mandat. Quand vous prenez les 2 ans, vous les mettez sur la balance en termes de réalisation. C'est le jour et la nuit. Il y a eu trop de promesses qui ont été faites, trop de campagnes publicitaires et de communication et très peu de réalisations. Très très peu. J'aurais été méchant si je disais que rien n'a été fait. Rien n'a été fait, oui. Il y a des choses qui ont été faites, mais qui tergiversent encore. À Kinshasa, l'action du président est symbolisée par les sauts de Les moutons. sauts des moutons, c'est ce que les gens disent continuellement. Donc on va faire les bilans de Tshisekedi en 2023, c'est 4 sauts des moutons. On parlera des sauts de moutons. Oui. Mais attention, ces sauts de moutons sont toujours inachevés. Et la gratuité de l'enseignement qui est d'ailleurs sous perfusion, il paraît. Je ne vous le fais pas dire. Vous le dites. Il ne faudrait pas que je paraisse ici comme un homme qui critique pour rien. Il ne faudrait pas que je donne l'impression ici d'être opposé au président. Non, j'aime le président. Seulement, je ne veux pas être comme d'autres Ferrer, des gens qui lui disent « Non, président, là, vous avez très très bien fait. » Ça va Même bien quand ça alors va. que rien ne marche. La vision du président a fini en prison avec M. Cameron. Les sauts des moutons sont toujours inachevés. Et c'est même devenu des dortoirs VIP, Exactement pour des maïbos, des chégués, tout ça, qui passent
qu'est-ce qu'on attend pour dégager ces sous des moutons, pour les ouvrir au public? Parce que certains sont finis, même s'il y a des petits travaux qui restent encore. Et de nous imposer, nous conditionner ces embouteillages monstrueux sur Kinshasa. Pour venir ici à Goma, mon vol était prévu autour de 8 heures. Je me suis rendu à l'aéroport à 3 heures, vous imaginez? Exactement. De peur d'être bloqué par les Mais embouteillages. déjà à 4h30, on a mis 10 minutes dans un bouchon. À 4h30, s'il vous plaît, à Kinshasa, sur la route de l'aéroport. Et imaginez des compatriotes qui vivent au-delà de l'aéroport et qui doivent travailler en ville. Le calvaire auquel ils sont. Beaucoup d'argent de transport, c'est gaspillé. Il y a tellement de choses. Donc pour revenir, je pense que le président a dit lui-même, dans la dernière conférence de presse qu'il a donnée, qu'il comprend maintenant beaucoup de choses. Et j'ose croire qu'il va opérer un petit bon coup de balai autour de lui, nous enlever des gens qui ne sont pas à leur place. Au sein du gouvernement, ils sont pleins. Ils sont pleins, qui viennent notamment des milieux du cash. Évidemment, certains viennent aussi des milieux du FCC. Hein, vous vous rendez compte que c'est des ministres qui ne sont pas à leur place. C'est des conseillers, des matuvistes, mais qui, au fond, ils n'aident pas le président. Il y a des gens, évidemment, qui n'aident pas le président. Mais tu sais qu'il y a en soi, il n'est pas mauvais. C'est quelqu'un de très cool, de très sympathique. Mais il y a toujours des gens autour de lui qui lui font croire, par exemple, qu'il y a Kabila qui est en train de mijoter pour contre d'autres. Oui, attention, tu dois attention, il y a ceci. Attention, il faut faire cela. Et qu'il induise, enfin, je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui induisent le président en erreur, mais qui peuvent arriver à influencer négativement sa perception des choses. Alors, nous venons de le dire, un sommet de trop, sans solution palpable sur terrain. Alors, Jean-Pierre Kayembe, selon vous, qu'est-ce que le président doit faire? Est-ce qu'on doit continuer de négocier avec les faiseurs de problèmes? Parce qu'on vient de le dire, personne ne peut l'ignorer. La responsabilité du Rwanda voisin et de l'Ouganda dans l'insécurité qui se vit dans la partie est de la RDC. Est-ce que pensez-vous c'est avantageux pour la République démocratique du Congo de continuer à négocier avec les faiseurs de problèmes? Non. Sommet des trop, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a réellement des trop? Est-ce que les conclusions issues qui ont sanctionné ces assises virtuelles vont être appliquées? On en connaît. Il y a d'autres qui sont restés lettres mortes. Ce qu'il faut faire, la paix ne se négocie pas, la paix s'impose. Ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut trouver des moyens. Il faut équiper suffisamment notre armée. Il faut faire la guerre. J'ai envie d'être comme Mouzito qui disait un jour, comme un fou, qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Donc pensez-vous que la meilleure solution, c'est déclarer la guerre contre le Rwanda et les autres pays? Il faut, sans être, je n'ai pas la prétention d'être expert de questions militaires. Moi, je suis plutôt un homme pacifiste. J'ai passé tout mon temps à œuvrer pour la paix. La réconciliation, j'estime que c'est possible que l'on se mette d'accord. Mais quand vous regardez la mauvaise foi qui anime ces gens, et parfois le problème, vous vous rendez compte, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un instrument qui est utilisé, vous voyez. Le problème est au-delà du Rwanda. Oui, oui, ça c'est vrai. Au-delà du Rwanda. Mais je vois par exemple M. Mike Hammer, l'ambassadeur américain, qui est très proche du président. Je ne sais pas s'il est devenu conseiller du président ou il a maintenant un bureau à la cité de l'OUA. Je le vois, il a amené aux États-Unis plus d'une fois. Mais on sait la responsabilité des multinationales américaines. On sait qu'il y a des milliardaires américains qui tirent profit de l'insécurité ici, qui passent notamment par le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce que les gens nous disent les États-Unis soutiennent le président Tshisekedi. C'est ce qui me pousse, pardon Jean-Pierre Kayembe, de vous poser cette question. Est-ce que la guerre, au fait, à l'est de la RDC, c'est une guerre militaire ou c'est une guerre politique? Plutôt une guerre économique. Une guerre économique. Parce que comment imaginer que le Rwanda ne produit pas de l'or? Mais il y a une usine de raffinerie à Kigali. Terrible. J'aime le Rwanda. J'y ai été plus d'une fois. J'aime le peuple rwandais. Mais je n'aime pas la politique de son président. Surtout sa politique étrangère. Je pense que M. Hammer, qui est en train tout le temps de vouloir monter le président Tshisekedi contre le président Kabila, essayer de lui dire qu'il y a un coup qu'on monte contre toi, devrait plutôt aider le président. Peut-être à concrétiser, à réaliser. C'est-à-dire, l'administration Trump, si M. est réélu en novembre, doit faire pression sur leurs multinationales, faire pression sur des États voisins. Pourquoi ne pas nous envoyer des marouilles? Parce que si ces gens-là veulent que cette guerre s'arrête, voilà, elle s'arrêtera. Exactement. Elle ne s'arrête pas parce qu'ils ne veulent pas que ça s'arrête, parce qu'ils continuent à tirer profit. Comme on disait à l'époque, no kunda, no job. Donc s'il n'y a pas de kunda, il n'y a pas de boulot. Oui.
Vous voyez, parce que c'est ici que nous avons la grande armée du monde. Les Nations Unies sont ici, avec jusqu'à 21 000 hommes. Je peux voyager pour les Nations Unies dans des zones en conflit. Mais parfois, j'ai dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Au point qu'on a même oublié qu'ils existent. Je ne sais plus s'ils sont toujours là ou pas. Vous comprenez? Sont là, aucune solution à l'esprit. Mais pourtant, on nous a dit, ils sont passés même au chapitre 7, imposer la paix. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que ceux-là même qui instrumentalisent l'insécurité au Congo n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais c'est là que je voudrais que le président Tshisekedi, qui dit avoir de bonnes relations avec les États-Unis, que ce pays l'aide, que ses soutiens ne s'arrêtent pas seulement à l'opposer à Kabila, parce que c'est ça l'idée. Hein? On t'oppose à Kabila, on vous affaiblit tous les deux, on vous fragilise, et on vient davantage créer l'insécurité. Les gens ne se rendent pas compte. Et je comprends que le président a compris ça. Quand il dit dans sa dernière interview aux confrères congolais en Belgique que cette coalition est le socle de la stabilité. Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, les ennemis du Congo n'ont pas encore déchanté. Et le président lui-même, il sait qu'il n'est pas l'homme de ces gens-là. Il n'est pas leur homme. Parce que quand ils sont allés à Genève, ils lui ont joué un vilain tour. Ouais, oui. Vous voyez, ils lui ont joué un vilain tour. Ils ne voulaient pas de lui. Aujourd'hui, il se rattrape, il accepte des faits. Mais ils ne l'ont pas porté et ils ne sont pas avec lui. Ils cherchent comment le neutraliser pour finalement imposer leur homme des mains. Et même M. Fayulu n'était pas leur homme des mains. Ce n'était qu'un homme transitoire. Vous avez parlé de leur homme des mains, selon vous, c'est qui? On peut le savoir. Enfin, je pense que ces gens-là, ils travaillent sur quelque chose. Alors, ou ils imposent quelqu'un qui va profiter, sur qui ils auront de l'influence, notamment pour changer le code minier. Parce que ceux-là qui ont haï Kabila, ceux-là qui ont présenté Kabila dans l'opinion comme un monstre, Comme un fantôme, ils ont utilisé leurs médias, les ONG, tout ça pour faire des rapports bidons sur l'action de M. Kabila. Le problème, c'était parce que Kabila aimait le Congo, parce que Kabila était nationaliste, parce que Kabila a refusé que le Congo soit balkanisé. On disait pourtant que Kabila était pro-rwandais, et pourtant il était en conflit permanent avec M. Kagame. Les gens ne se rendent pas compte. Combien de fois Kabila a rencontré Kagame? Combien de fois Kabila s'est rendu au Rwanda? Combien de fois le président Tshisekedi, qui des deux se montre proche de l'un ou de l'autre? Je pense que ça c'est une parenthèse. Alors, pour revenir dans ce qu'on disait, c'est dire que ces gens-là, ils veulent les diviser pour les affaiblir. Alors, il faudrait qu'ils comprennent, pour qu'ils ne tombent pas dans les jeux de ceux qui sont opposés au développement, à la stabilité du pays. Mais Jean-Pierre Kaïnvé, je pense que le président maintenant veut taper sur la table pour mettre fin à ses problèmes. Il fait à ses problèmes. Il a promis au Gomatracien que dans très bientôt, il viendra vivre avec nous ici. Question de mettre fin à ses problèmes. Moussa, tu nous prépares cet élément du président Assaké. Que pensez-vous par rapport à ça? Président Tshisekedi vivre à Goma, question de mettre fin à l'insécurité. Il avait promis. Il fait une nouvelle promesse. C'est une bonne chose. Dans la campagne, il a dit qu'il irait s'installer, je crois, à Béni. À Béni, l'état-major devait qu'il érigerait l'état-major là-bas. 2 ans après, on vient avec une autre promesse. Cette fois, c'est plus Béni. Cette fois, c'est Goma où on viendra s'installer. Alors, mesdames et messieurs, avant que nous puissions continuer pour bien savourer ces sujets avec vous, Moussa Bin Hassan va nous proposer l'élément la visite du président, la visite de compassion du président de la République dans la cité de Saké. Et nous revenons tout de suite dans ces plateaux avec Jean-Pierre Taïf. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué cette vente une visite de compassion à la cité de Saké, en territoire de la Sicile, qui a été victime des intempéries qui ont causé des dégâts humains et matériels importants, dont du bétail, des maisons et un pont. Dans son allocution devant l'influence venant l'accueillir, le chef de l'État a annoncé qu'il deviendra prochainement gomatracien en vue de suivre de très près les processus de pacification de l'Est du pays. On ne pourrait pas retirer de venir saluer nos compatriotes ici à Saké, mais également ceux de Goma et de tout le Nord Kivu, pour les encourager et leur dire que je suis conscient des douleurs qui sont là, conscient des malheurs qui sont là, et que tant que je serai le chef de l'État de la République démocratique du Congo, je ne abandonnerai jamais. J'aimerais vous annoncer
régler vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. Le président de la République va tout mettre en œuvre pour disponibiliser les moyens destinés à accélérer les travaux de réhabilitation du pont Kihira endommagé par la pluie. Et je sais qu'ici, la plus grande priorité sera le pont que nous allons visiter. Et je peux vous dire que nous allons mettre tous les moyens pour que les choses aillent très rapidement et que ce pont soit entamé. On a également besoin de raisons de compte. Je crois que là aussi, il y aura des solutions très rapidement. Nous allons pouvoir apporter du temps et bien d'autres choses comme des vêtements et tout ça pour venir aider aussi les Célestins. Récemment, après sa visite à Saki, le président de la République est attendu au gouvernement de la province du Nord Kivu où il va tenir un point de presse devant les médias locaux et étrangers. Dans quelques semaines, je deviendrai gomatracien, question de savoir, de connaître la profondeur de l'insécurité qui sévit dans cette partie. Jean-Pierre Kaïmé, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas du populisme ou la réalité? Je crois que le président, c'est pas n'importe qui. Le premier citoyen du pays qui a tous ses services avec lui, il n'a pas besoin de venir à Goma pour savoir ce qui se passe. Les services des renseignements font quoi? C'est un problème qui dépasse les niveaux de service de renseignement. Ça nécessite la présence du président lui-même. Ok, c'est-à-dire que quand il veut s'installer ici, il va commencer à se rendre partout. Je crois que c'est une déclaration qui va dans le sens de calmer la tension. Calmer la tension, sachant que au passage, à son arrivée, le président a été hué par un groupe de manifestants. C'est déjà un très mauvais signe. Déjà Kinshasa, il y a même un garde de la Lucha qui m'expliquait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à caillasser son cortège. Ce qu'on n'encourage pas. C'est ça, la Goma n'est pas mauvais. Il est dans son pays, il est au Congo. Il peut venir même ériger dans un premier temps, même faire de Goma la capitale politique, s'il veut bien. Mais les Gomatraciens n'ont pas besoin qu'il soit là. Les Gomatraciens ont besoin de la paix, c'est pas sa présence. Nous, on est avec lui à Kinshasa. Mais n'est-ce pas que la présence du président ici pourra quand même faire quelque chose? Nous, on est avec lui à Kinshasa. Est-ce pour autant que les Kouloura ne nous tuent plus? On est avec lui à Kinshasa. Ce n'est pas le même niveau de les Kouloura et les groupes armés. Quand même, il n'y a pas de débat. Attendez. On est avec lui à Kinshasa. On tue toujours. On est avec lui à Kinshasa. Les policiers nous rançonnent toujours. Il a même fait arrêter un jour un policier de roulage. Qu'est-ce que cela a changé? Rien du tout. Il n'a pas besoin ici. Sa parole suffit. Sa parole suffit. Donc s'il vient s'installer ici, on va dire qu'il doit aussi s'installer, mais que diront ceux qui sont à Lubumbashi? Ici au sein de la sécurité, venez vous installer ici. Et mes frères qui sont au Kassai, Yakapé Awa, Ozala Awa, tout ça. Finalement, il sera ici et partout à la fois. Je ne sais pas. Je crois que on n'est plus pendant la campagne, il faut faire tellement de promesses. Il faut réaliser les promesses faites pendant la campagne. Je ne sais pas si on essaie de confondre les époques où on pense qu'il faut des discours pour endormir les gens. Malheureusement, les gens sont très très éveillés maintenant. Les gens sont très éveillés. Moi j'essaie de lire l'impatience des gens. Ici ou ailleurs, partout où je passe, j'ai toujours le temps de poser des questions à la population. Je me rends compte que les gens ils ont l'impression que la situation n'a pas changé. Mais au contraire, elle se détériore. La situation sociale, la situation sécuritaire. Vous avez l'impression qu'il y a 2 ans, les choses marchaient mieux. Et j'ai même vu des étudiants à l'université de Kinshasa commencer à crier Kabila Zonga. Et ce sentiment-là n'est pas maintenant très favorable pour le président. Donc s'il pense qu'en s'installant ici, il va restaurer la sécurité, bonne chance, mais que ça ne mette pas beaucoup de temps. Parce que les gens de Béni ont commencé à réclamer son avis. Goma bientôt va commencer à dire aussi, mais depuis qu'on vous attend, on vous attend ici. Ça va devenir un autre problème. Donc il ne faut pas faire des promesses à tout moment, à tout bas. On est ici, on fait une promesse. Prenez le temps de noter, de revoir les promesses déjà faites, de voir le niveau de réalisation, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas. Mais en tout cas, moi je ne m'oppose pas à ce que le président... Non, je ne m'y oppose pas du tout, pas du tout.
Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à cette générosité que fait voir Félix Tshisekedi? Il va venir promettre même qu'il va financer, il va mettre les moyens en place pour l'érection du pont qui est tombé par rapport à la pluie. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette compassion, cette générosité du président de la République? Rapidement, parce que là, nous sommes déjà en train de... Un président ne doit pas être généreux. C'est pas son boulot. Il ne fait pas des dons. Il a été élu pour faire ça. C'est son devoir, en fait. C'est comme un parent qui paye des frais à ses enfants. Ou qui les paye en retard et qui se vante. Non. Il a été élu pour ça. Bon, est-ce que c'est à lui vraiment de venir nous dire qu'on doit ériger un pont comme on a fait au tout début de ce mandat? Il est allé inaugurer un tout petit pont à Kisangani. Je crois qu'il y a un petit problème. On vous attend sur des choses beaucoup plus importantes. L'histoire des ponts, je crois que ça c'est l'office des routes, je crois que l'OVD ou et peut-être le même gouvernement provincial, oui. même l'administrateur du territoire, hein, il peut faire ça. Je crois que les gens des Saké, des Massissi là-bas, ils attendent plutôt la sécurité. Merci beaucoup Jean-Pierre Kaimbe. Là, mesdames et messieurs, nous sommes déjà en train de chuter pour notre émission. Jean-Pierre Kaimbe, vous êtes venu avec l'ex-première dame Olive Lembe pour une émission particulière. Est-ce qu'on peut savoir plus par rapport à ça? Avant de chuter rapidement, parce que nous sommes en confinement. Bien, je suis venu en tant que journaliste, reporter, couvrir la campagne humanitaire, la campagne médicale, hein, gratuite lancée par l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, une campagne qui a sa 11e édition, qui pose ses valises pour la première fois ici à Goma. Quand je dis 11e édition, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 éditions à Kinshasa, des éditions à Lubumbashi, à Kindu, et finalement, il a estimé qu'il était temps qu'on arrive à Goma où il a été accueilli avec triomphe. Sur 11 éditions, au moins 1,5 million de personnes, au moins 500 000 personnes ont été sauvées. Des vies entières ont été sauvées. J'étais hier à l'hôpital général, ici à Goma. J'ai vu comment, notamment un garçon de 38 ans qui avait une hydrocéphalie depuis son enfance, qui a finalement retrouvé le sourire. C'est des opérations extrêmement coûteuses qui vont jusqu'à 10 000 $, mais qu'on fait gratuitement. Ici à Goma, au moins 100 personnes sont concernées par ces opérations. J'ai vu des femmes pleurer, extasiées, et dire, mais qu'est-ce qu'on aurait été sans vous? Et je pense que ce que Maman Olive fait, il faut que d'autres personnes le fassent. Et j'aime ce qui est particulier dans ça, c'est que cette campagne était menée au tout début par des médecins étrangers, des Espagnols, d'autres Européens qui venaient. Et maintenant, ce sont des Congolais qui viennent, qui participent à cette lueur d'espoir qu'il faut donner à nos compatriotes. Imaginez ces garçons qui avaient une malformation congénitale, qui va être opéré, qui va retrouver toutes ses facultés et qui va être utile et un jour à la société. Et grâce à la générosité de quelqu'un. Les gens vont dire, non mais pourquoi il le fait maintenant? Non, ça a commencé depuis longtemps, mais c'est pour la première fois qu'elle arrive ici. Ça ne s'arrête pas là parce qu'elle a prévu de rencontrer des orphelins ici à Goma. Mais Goma, je n'ai pas envie de prêcher Maman Olive. Tout Goma connaît quand même que c'est quelqu'un qui a grandi ici, qui ne passe jamais une année sans venir à Goma. Alors, merci Jean-Pierre. Il y a toujours des choses à faire, c'est important. Merci Jean-Pierre Kaimbe. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour nous de partager 1 heure avec vous, avec des analyses politiques, débattre sur les sujets d'actualité, question de vous éclairer. Comme je vous ai dit, c'est Michapi Press Room, une émission de journalistes par les journalistes, mais pour vous, les téléspectateurs. Alors, vos impressions, Jean-Pierre Kaimbe, par rapport à cette émission, par rapport à ces moments que nous avons passés avec les téléspectateurs pour chuter? Non, je pense que, enfin, c'est aux téléspectateurs de juger si on a été à la hauteur ou pas. Nous ne sommes pas opposés au président, nous l'aidons, autant que nous aidons aussi l'ancien président avec des critiques positives, évidemment, ou négatives chaque fois qu'il le faut. Merci de nous avoir reçus, une très belle émission. J'ai eu des échos sur la ville, elle est très très suivie dans l'opinion. Déjà ici, je vois mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Exactement. Donc des collègues, des compatriotes qui ont mon numéro, mais aussi qui me suivent, c'est très impressionnant. Tant qu'on sera ici, si l'occasion se prête, on reviendra encore, non pas pour diaboliser quiconque ou sanctifier d'autres, mais plutôt pour dire ce que nous pensons, et j'espère que nous n'aurons pas d'annui judiciaire pour avoir dit ce que nous pensons. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Merci à Michapi qui se distingue sur la ville. Quand vous faites un sondage, vous dites Michapi. Moi j'ai laissé Michapi au tout début.
télévision est toujours autant. C'est une très bonne chose. Et voilà, l'équipe rajeunie maintenant, renouvelée. Et je suis très content. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est totalement fini pour cette émission. Nous vous remercions beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure pour des analyses sur le sujet d'actualité. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Merci à Moussa Bin Hassan qui a assuré la réalisation et bonne continuation de programme sur Michapi.tv avec Christelle Moukebo dans l'émission Michapi dit sur le net. Merci beaucoup et bon dimanche. C'est